Bien, nous allons reprendre nos échanges. Et donc, j'ai le plaisir de présenter nos deux communicants de cette session, Jochen Mecke, ici à ma gauche, et Isabelle Jarry à ma droite, comme il se doit. Nous avons un peu pris l'habitude de dire les uns et les autres qu'au fil des années, c'est constitué quelque chose comme une internationale de la littérature française contemporaine. Et je crois que cette internationale est à l'œuvre et qu'elle est ici rassemblée grâce à Matteo Majorano et à Marie-Thérèse Jacquet, qui en sont deux éminents représentants, puisque nous avons entendu tout à l'heure Michael Sheringham, qui vient d'Angleterre, par défaut Cheryl Prince, qui vient des États-Unis, et que maintenant j'ai le plaisir de présenter Jochen Mecke, qui vient de l'université de Regensburg, en Allemagne, où il est donc spécialiste de philologie française, de littérature française. Il a travaillé sur les écrivains du nouveau roman, sur les écrivains de minuit, cette génération qu'on appelait autrefois les nouveaux romanciers, on les appelait les impassibles, puis les minimalistes, et toutes sortes d'étiquettes qui se sont collées et décollées les unes après les autres. Il est aussi l'organisateur des grands colloques de romanistique allemande, dont il a édité les actes, qu'il s'agisse de déconstruction, de révision, de position, de vision, toutes sortes d'entrées dans les questions littéraires que je ne m'aventurerai pas ici à prononcer en allemand pour que les enregistrements ne gardent pas trace de ma médiocrité à cet égard. Et donc, Jochen Mecke va nous parler aujourd'hui du ressentiment de la littérature. Non seulement il m'oblige à prononcer des choses en allemand, ce à quoi j'essaye de me dérober, mais en plus le titre même est absolument imprononçable. Puisque c'est re-parenthèse S parenthèse sentiment. Je vous laisse deviner ce dont il va être question. À toi. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier évidemment Marie-Thérèse Jacquard et Matteo Majorano pour m'avoir invité, et puis aussi pour cet accueil chaleureux ici à Bari, et aussi pour avoir choisi comme sujet les sentiments, parce que ça m'a amené à réfléchir un peu sur ce que j'avais fait, parce que j'ai été attiré au XXe siècle par deux auteurs qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Le premier, c'est Céline, donc ça c'est la littérature de la haine, l'argot est né de la haine, etc. Et d'autre part, comme Dominique vient de le dire, c'était le nouveau roman, et je me suis dit, qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre, et je vais essayer de réfléchir un peu là-dessus. Et puis aussi, et ça c'est ironique évidemment, pour m'avoir placé entre Génie et Jarry, c'est toujours difficile pour un universitaire de parler entre deux écrivains. Je me sens donc serré dans une espèce de d'étau des gens qui savent infiniment mieux que moi parler de littérature. Je dois m'excuser pour le titre baroque que j'ai choisi. Je vais l'expliquer pourquoi, parce qu'il résume assez bien. Il n'est pas prononçable, mais scriptible, comme dirait Roland Barthes. Et je vais expliquer ce que je vais essayer de faire. J'ai un plan en 3 parties, ce qui vous apprend que j'ai passé une partie de mes études en France. La première partie, c'est le ressentiment à l'égard des sentiments dans la littérature de la modernité et dans la critique universitaire. La deuxième partie, évidemment, comme il fallait s'y attendre, c'est le retour des sentiments. Et j'essaye un peu d'en expliquer, d'en présenter les différentes modalités, l'autofiction, le roman postmoderne et la nouvelle école de ce qui s'est appelé les impassibles ou la nouvelle école de minuit. Et à la fin, je voudrais essayer d'élargir un peu le champ d'analyse en passant d'une approche, d'une analyse de la signification à une analyse de la participation. Voilà. Alors, je commence. Alors, dans le dernier numéro de la revue scientifique internationale Science, paru il y a 15 jours, le 3 octobre exactement, 2 chercheurs américains, Emanuele Castano, d'origine italienne d'ailleurs, de l'université de Padoue, et David Comer-Kitt ont publié un article qui semble confirmer l'idée reçue sur la relation étroite entre littérature et sentiment.
En fait, les deux psychologues ont démontré que la littérature est capable d'améliorer notre aptitude à reconnaître les sentiments et les états d'âme d'autrui. Au moyen de 5 expériences différentes, ils ont pu prouver que des participants qui avaient lu d'abord des textes de fiction avaient fait preuve de facultés emphatiques nettement plus élevées que des participants qui avaient lu des essais. Je cite, « Experiment 1 showed that reading literary fiction relative to non-fiction improves performance on an effective theory of mind task. » Fin de la citation. Si ces expériences ont montré que la littérature améliore nos capacités emphatiques, une autre expérience récente, réalisée sous la direction du neuropsychologue Adam Zeman de l'université d'Exeter, entérine la relation étroite entre littérature et émotion en général. Ici, les participants étaient branchés sur un dispositif de résonance magnétique, IRM, donc, ce qu'ils ont fait, pendant qu'ils lisaient des textes littéraires et des essais. À la différence des essais, les centres émotionnels du cerveau indiquaient une forte activité pendant la lecture de textes littéraires. Par ailleurs, les mêmes zones du cerveau étaient en activité pendant l'écoute de la musique. Donc, apparemment, ce sont les mêmes centres. Ce que les expériences récentes donc, de Castano, Kidd et Zeman confirment, c'est-à-dire l'idée que la littérature, cette forme de subjectivité par excellence, est étroitement liée au sentiment, constitue depuis longtemps un consensus de la théorie littéraire, à tel point qu'au début du XIXe siècle, elle était devenue un lieu commun digne d'apparaître dans le fameux sottisier de Flaubert. Ainsi, en 1801, Pierre-Simon Ballanche écrit dans « Du sentiment considéré dans ses rapports avec la littérature et les arts », je cite, « Tous les arts, en effet, ont pour but l'imitation de la nature, mais combien ces imitations seraient froides sans le secours du sentiment. Le sentiment est la seule source du vrai et du beau. Le sentiment est le grand type, l'unique type de production du génie. » Fin de la citation. Pourtant, quand nous passons en revue les œuvres de la modernité littéraire depuis la moitié du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe, nous sommes confrontés à un démenti net et clair de cette idée, car la littérature moderne semble tout faire pour éluder les sentiments. En réponse à Paul Claudel, pour qui les beaux sentiments étaient une nécessité, je cite, pour la grandeur de la littérature, André Gide répondait, tout le monde connaît cette citation, avec une maxime devenue depuis emblématique, je cite, « C'est avec les beaux sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature ». Fin de la citation. Ce ressentiment à l'égard des sentiments, d'où la provenance de mon titre, atteint sans doute son apogée avec le nouveau roman. Souvenons-nous de Molloy ou de Malone Meur, de Samuel Beckett, dont les héros narrateurs sont complètement dépourvus de sentiments à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. De là, il suffit à faire un petit pas pour arriver au remplacement du narrateur par une caméra. Vous vous souvenez peut-être de cette fameuse phrase dans un roman de Christopher Isherwood qui s'appelle « Goodbye to Berlin », que nous connaissons peut-être plus sous la forme filmique Cabaret, avec Liza Minnelli, où il dit, en guise d'introduction, le narrateur « I'm a camera with a shutter open, quite passive, not thinking ». Et on peut dire que si Isherwood lui-même n'a pas réalisé ce principe esthétique, le nouveau roman, quant à lui, l'a fait pour de bon. On assiste à une espèce de conjonction, de focalisation externe, la disparition du héros, la disparition de l'histoire, et tout ça se conjugue pour une esthétique qui exclut le sentiment. La jalousie, malgré le titre équivoque d'Alain Robbe-Grillet, est peut-être l'exemple type de cette veine antisentimentale de la littérature moderne. Par rapport à cette expérience, il convient de citer Susan Sontag qui en a fait une espèce de principe de toute littérature. Je cite, c'est dans On Style, « All works of art are founded on a certain distance from the lived reality which is represented. This distance is, by definition, inhuman or impersonal to a certain degree, for in order to appear to us as art, the work must restrict sentimental intervention and emotional participation.
which are functions of closeness. Après, il a changé d'avis, mais à l'époque, c'était ça. Fin de la citation. C'est en prenant donc et marquant ces distances par rapport à la vie et à la société que l'art se situe au-delà des intérêts particuliers et réalise cette fameuse bienveillance désintéressée qui est caractéristique de l'attitude esthétique selon Immanuel Kant, ou bien cette autonomie relative, pour parler avec Bourdieu, qui est indispensable pour tout champ de production culturelle relativement autonome. Puisque la critique universitaire est elle aussi une fille de la modernité, il n'est point étonnant qu'elle partage cette méfiance à l'égard des sentiments. S'il s'agit pour la littérature de prendre de la distance par rapport à la vie quotidienne, pour manifester son statut d'art, la critique universitaire, quant à elle, doit s'écarter de la subjectivité pure, comme elle se manifeste dans les sentiments, pour pouvoir prétendre à une certaine objectivité. Tandis que l'école herméneutique se plaisait encore à détecter des sentiments provoqués par des œuvres littéraires, en Allemagne, on en a bavé avec Emil Steiger et d'autres. Le structuralisme et la sémiotique, et je me rappelle très bien que j'ai senti ça comme une espèce de libération de toute cette littérature bien pensante, se sont concentrés sur les effets de sens, sur les structures signifiantes et significatives du texte plus facilement objectivables, tout en excluant les sentiments comme objet de l'analyse. Bon, j'en viens au deuxième point, le retour des sentiments. Ce n'est qu'avec l'avènement de l'époque postmoderne que s'opère un changement considérable. D'abord dans la théorie et dans le domaine de la théorie littéraire, un des premiers précurseurs d'un retour des sentiments a été, encore une fois, Susan Sontag, avec son essai célèbre « Against Interpretation », dans lequel elle exige de finir avec le paradigme de l'interprétation, orienté vers la signification, par une analyse des effets émotionnels du texte. Je cite, « The function of criticism should be to show how what is what it is, even that is what it is, rather than to show what it means. In place of a hermeneutics, we need an erotics of art. » Fin de la citation. Un essai qui a également fait date est évidemment Le plaisir du texte de Roland Barthes, où il tente de redécouvrir les réactions émotionnelles et voire physiques du lecteur par rapport à son texte. Dans un autre domaine, cette fois-ci par la révalorisation de la culture populaire, les cultural studies ont eux aussi contribué à une redécouverte des sentiments. Sont également à signaler dans ce contexte les recherches les plus récentes en neuroesthétique, ça c'est tout récent, dans les premières décennies de ce siècle, qui se penchent eux aussi sur les réactions émotives du lecteur. Je me limite à titre d'exemple à citer un fameux centre de recherche d'excellence à Berlin qui s'appelle Languages of Emotion. Le même retour des sentiments est à signaler, à première vue du moins, dans la littérature de l'extrême contemporain. Cependant, des questions se posent sur les modalités d'un tel retour. Ce que je voudrais faire dans ce qui suit, c'est une tentative de différencier plusieurs formes de réapparition des sentiments. Alors, d'abord, le premier versant, évidemment, c'est la littérature populaire qui a toujours été sentimentaliste. Depuis les romans de Mademoiselle de Scudéry, en passant par la Comtesse de Ségur, pour arriver à Guillaume Musso, Catherine Pancol, Anne Gavalda ou Marc Lévy. Je pense qu'on ne veut pas dire c'est là qu'il y a à détecter un véritable retour des sentiments. Là, ça a toujours existé, comme Gerald Prince l'a dit tout à l'heure dans son texte. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui se passe avec la littérature considérée comme légitime. Et là aussi, on peut constater un retour des sentiments, mais ce retour des sentiments s'est effectué également par ce qu'on pourrait appeler le principe de l'esthétique postmoderne, résumé si bien par Leslie Fiedler, Cross the Border, Close the Gap. Et là, il y a vraiment une nouvelle alliance entre littérature populaire et littérature ou littérature sérieuse,
Alors, en France, on pourrait citer évidemment les exemples de Jacques Roubaud avec la série des Hortenses, ou bien Michel Houellebecq peut-être, qui essaie de combiner une certaine facilité de lecture à un premier niveau avec des ambitions plus littéraires. Peut-être on peut citer aussi l'exemple de Daniel Pénac, dans le passage de ces romans, de la série noire à la série blanche chez Gallimard, sont peut-être aussi un emblème de la nouvelle valorisation des sentiments dans la littérature postmoderne. Dans ces œuvres s'installent donc plusieurs niveaux de la réception. Là où les uns se plaisent à se laisser prendre par le suspense d'un roman policier, dans le cas de Pénac, l'autre ont appris à y détecter une déconstruction savante, à la fois du roman traditionnel et moderne, et une mise en abîme des préoccupations esthétiques et poétologiques de la littérature contemporaine. En tout cas, à partir de ce moment-là, la représentation des sentiments dans la littérature acquiert une nouvelle légitimité. Je vais passer ce que j'avais écrit sur l'autofiction parce que, en partie, ça a déjà été présenté par Gerald Prince, et je pense qu'avec ce qui caractérise l'autofiction, c'est-à-dire ce mélange entre le pacte autobiographique et le pacte fictionnel, ça permet évidemment de laisser libre cours à ces sentiments. Et en plus, dans le cas de Dubrovsky, par exemple, il y a une confusion des différentes couches temporelles qui abolit la structure téléologique. Je rappelle cette scène où sa femme intervient pour lui dire tu devrais écrire sur moi et pas sur tes anciens amours. Et là, le projet change, le projet d'écriture change et ça devient beaucoup plus présent. Donc, quand il dit à un endroit du roman « impossible d'être impassible », je pense que c'est plus que la description d'un état d'âme momentané, mais la description de toute une poétologie de l'autofiction. Bon, il en est de même un peu de la nouvelle autobiographie. Alors, tout ça, je crois que c'est acquis. C'est pas nécessaire de discuter longuement là-dessus. Là, il y a une espèce d'évidence qui s'installe automatiquement. Là où c'est moins évident, ce sont évidemment les auteurs qui ont été classés, dans les romans, ont été classés à la suite de Flaubert comme des romans impassibles. Donc, là, vraiment, il devient plus difficile. Là, je pense que c'est un véritable challenge de voir ce qu'il en reste ici, des sentiments, en dehors de la dénomination. C'est un slogan publicitaire, tout le monde se souvient quand Jérôme Lindon a lancé cette étiquette. Et je me demande vraiment ce que les sentiments deviennent dans ce contexte-là. Si c'est vrai qu'il y a un retour de sentiments dans la littérature postmoderne, dans la littérature de l'extrême contemporain. Et effectivement, à première vue, des romanciers comme Jean Echenoz, Marie Redonnet, Jean-Philippe Toussaint, Patrick Deville, Éric Chevillard et d'autres semblent partager les ressentiments à l'égard des sentiments qu'avaient adoptés leurs prédécesseurs modernes. Quand on lit par exemple le roman Forever Valley de Marie Redonnet, en 1987, nous sommes confrontés immédiatement à ce qui peut être considéré comme une exclusion de toute expression de sentiments au préalable. L'héroïne narratrice, je vous rappelle, une jeune fille analphabète de 16 ans qui n'a pas encore atteint sa maturité sexuelle, est envoyée par son père ou bien par un prêtre, on ne sait pas exactement, dans un bordel tenu par une amie, Massy, qui initie la jeune fille à se prostituer. La narratrice autodiégétique raconte les événements qui la concernent au plus profond de son être, ou devrait le faire au moins, sans aucun sentiment particulier. Elle se limite à relater les faits comme s'il s'agissait d'un rapport. Je cite, « Il m'a remis tout de suite les 2 billets blancs qu'il a achetés à Massy. Il s'agit d'un douanier qui couche la première fois avec elle. Je lui ai demandé pourquoi les 2 billets. Il m'a dit que c'était parce qu'il était le premier à monter avec moi dans la chambre. J'ai fait comme Massy m'avait dit de faire. Elle m'avait tout bien expliqué. Je n'ai pas eu de surprise. Le premier douanier m'a fait un peu mal. Je ne suis pas douillette. Je n'ai pas eu très mal. Et le premier douanier savait s'y prendre. Ça n'a pas duré très longtemps. » Fin de la citation. Apparemment, l'héroïne vit sa propre histoire d'une manière impassible, sans manifester des émotions. Ses réactions semblent être complètement exemptes de sentiments,
comme si elle était étrangère à ce qui lui arrive. Redonner crée une focalisation paradoxale, car la narratrice autodiégétique décrit ce qui lui arrive comme si ses propres pensées et sentiments lui étaient inaccessibles ou incompréhensibles. Nous sommes confrontés donc à une véritable surenchère de la poétique de l'impassibilité. Si Marie Redonné choisit une héroïne apathique et insensible, qui semble afficher une indifférence complète par rapport à sa propre vie, Jean-Philippe Toussaint, quant à lui, choisit une autre forme d'éluder les sentiments. Son premier roman, publié, La salle de bain, contient une scène emblématique dans laquelle le narrateur passe son temps à jouer aux fléchettes dans une chambre d'hôtel à Venise. Je passe sur la signification, réflexion sur le temps, etc., pour me concentrer sur ce qui nous occupe maintenant. Je cite Edmondson, « me trouvait oppressant. Je laissais dire, continuer à jouer aux fléchettes. Elle me demandait d'arrêter. Je ne répondais pas. J'expédiais les fléchettes dans la cible, allais les rechercher. Debout devant la fenêtre, Edmondson me regardait fixement. Elle me demande une nouvelle fois d'arrêter. Je lui envoyai de toutes mes forces une fléchette qui se planta dans son front. Elle tomba à genoux par terre. Je m'approchai d'elle, retirai la fléchette. Je tremblais, entre parenthèses. « Ce n'est rien, dis-je, une égratignure. » Fin de la citation. Ni le héros, ni le narrateur ne parlent de leurs sentiments, ce qui serait pourtant de règle, puisqu'il s'agit d'un narrateur autodiégétique et d'une focalisation interne. Tout au contraire, le narrateur semble se limiter à la description, non pas de ses sentiments et des émotions, mais de leurs symptômes visibles. Je tremblais. Bon, la même distanciation, la même technique de distanciation est partagée par Patrick Deville dans Longue Vue. Lui, il se sert de méthode intermédiale où il fait apparaître les héros de son roman comme des héros de BD, de bande dessinée. Hein. Il y a des onomatopées, grin-grin, grincement de la bicyclette, qui crée chaque fois un moment de distanciation par rapport au texte. Et on peut aussi citer l'exemple de Jean Echenoz. Je vous rappelle la fin de Cherokee, où il y a une tuerie, une véritable tuerie, comme il se doit dans un roman policier quand même, mais il y a une bande sonore. Dans la radio, on joue un morceau de jazz et ils s'entretuent sur un morceau de jazz. Ou bien, rappelons-nous cette version ultra courte par laquelle Jean Echenoz expédie le sentiment amoureux dans Lac. Je cite « La 10e jeune femme, après le rond-point, qui remontera l'avenue à sa rencontre, Chopin va la regarder comme les autres. Or, voici qu'à peine croisés, leurs yeux se posent et ne se détachent plus, deviennent un seul regard qui les enveloppe, les réchauffe, dure longtemps. Chopin très ému, l'amour à première vue, le souffle manque et vogue la pression artérielle. Aïe, aïe, mon cœur se déchire. Aïe, aïe, je suis brisé. » Fin de la citation. On peut difficilement imaginer une manière plus concise de couper court littéralement à toute effusion émotive. Apparemment, il faut se rendre à l'évidence, du moins ce versant de l'extrême contemporain, qui a été baptisé littérature ludique ou littérature minimaliste, semble partager les ressentiments modernes à l'égard des sentiments. J'en viens à ma troisième partie, et la dernière, pour une esthétique de la participation. Alors, jusqu'ici, nous avons toujours analysé le rôle des sentiments dans les romans de l'extrême contemporain dans une perspective portée sur la représentation des sentiments. Nous avons pu constater que dans ces romans, de cette nouvelle école de minuit, chacun à sa manière renoue en effet avec les techniques de distanciation des sentiments dans le roman. Mais si nous avons pu constater que les sentiments font défaut au niveau de la diégèse, au niveau de l'histoire, et au niveau des personnages, cela ne veut pas dire qu'ils soient complètement exclus de la communication littéraire. Le fait que le héros ne montre pas ses sentiments et le narrateur non plus ne signifie pas forcément que le lecteur n'en éprouve point. En fait, les sentiments concernent deux dimensions du texte, dont seulement la première a été prise en considération par la plupart des théories. C'est évidemment au niveau de la représentation et de la signification que les sentiments sont le plus facilement repérables dans les textes littéraires. Mais les sentiments ne concernent pas seulement la signification, à savoir les sentiments des héros, du narrateur par rapport à l'histoire,
mais relève également de la participation du lecteur. L'indifférence d'un personnage ou l'impassibilité du narrateur n'entraîne pas forcément les mêmes dispositions chez le lecteur. Pour tenir compte du rôle des sentiments dans la littérature, il faudrait donc analyser la dimension de la participation aussi bien que celle de la signification, la présence autant que la représentation. Ce sont surtout les théoriciens qui se sont fait fort de critiquer la fixation de la théorie littéraire sur le sens et la signification, donc structuralisme sémiotique, qui ont contribué à un véritable renouveau de prise en compte des sentiments dans la réception de l'œuvre littéraire. Je ne cite à titre d'exemple le théoricien Hans-Ulrich Gumbrecht de Stanford, qui a développé une théorie de la littérature comme production, non d'un sens, mais d'une présence. Productions of Presence, c'est le titre de son livre, remplaçant de cette manière la représentation par la présence du corps, de la réaction physique et émotionnelle au texte. Pour ce faire, d'ailleurs, Gumbrecht s'est inspiré des théories de Jean-Luc Nancy. La raison pour laquelle la critique, y compris l'esthétique de la réception à l'allemande, donc Jauss, Isa, etc., n'a pas pris en charge le rôle des sentiments dans la littérature est due, d'une part, au fait que la théorie s'est concentrée sur la signification, censée être plus objectivement analysable, et de l'autre parce qu'elle concevait l'identification comme seule possibilité de faire participer le lecteur émotionnellement au monde du texte littéraire. Mais en réalité, les possibilités de provoquer des sentiments chez le lecteur sont beaucoup plus variées et beaucoup plus complexes que la simple identification, car le lecteur peut également développer des sentiments complètement opposés à ceux du héros ou du narrateur, et il peut également éprouver des sentiments là où les héros du roman n'en éprouvent point. On peut illustrer cette possibilité par le cas extrême de Max Auer, donc je cite par peur d'être confronté aux écrivains ici présents, donc je ne cite pas l'art français de guerre, mais Jonathan Little, Les Bienveillantes. Alors, dans ce roman, le lecteur est confronté au cas extrême d'un narrateur qui, en plus de nazi convaincu, est un membre des Einsatzgruppen et du Sicherheitsdienst SD, qui a été chargé de l'extermination des Juifs en Pologne et en Europe de l'Est. Little force donc le lecteur à prendre connaissance du pire des crimes contre l'humanité dans la perspective du coupable lui-même. Mais ceci ne veut pas dire qu'il force le lecteur à partager les sentiments du héros. Au contraire, là où Auer justifie et approuve l'extermination des Juifs, le lecteur, quant à lui, éprouve des sentiments opposés, alors qu'il est réduit à accepter la focalisation interne du héros et à partager non point son point de vue au sens propre du terme. Je vais passer sur un chapitre, sur un passage où ça se réalise, où Max Auer parle du dégoût. Quand il est amené, on lui demande de tuer, d'achever des Juifs qui n'ont pas été tués par la mitrailleuse. Donc il va au coup de revolver et il fait part au lecteur de son dégoût pour ça. Alors on pense évidemment, bon là il y a un moment de compassion, de véritable participation. On peut s'identifier du moins à cette partie du héros, et après il s'avère que ce dégoût, c'est simplement, il est dégoûté parce que ça lui rappelle le dégoût qu'il avait senti quand il était tombé dans les latrines en Catalogne. Donc ce que ça crée chez le lecteur, c'est le dégoût du dégoût de Max Auer, et il prend ses distances de ce fait par rapport au héros. Ainsi, on peut dire que la prise en compte de la dimension participative du texte montre que le texte peut provoquer chez le lecteur des sentiments qui ne se transmettent pas par l'identification avec le héros ou le narrateur, mais tout au contraire, suggérer des émotions bien indépendantes, voire opposées à ces instances de la communication littéraire. On peut aller encore plus loin et se demander si le lecteur peut également développer des réactions émotives là où le héros et le narrateur ne manifestent aucun sentiment, aucune émotion visible. Reprenons l'exemple de la salle de bain cité plus haut. Le passage cité continue ainsi. Je cite Edmondson, perdait du sang, je l'entraînais hors de la chambre. Nous descendîmes à la réception, nous courions dans les couloirs, cherchions un médecin. Fin de la citation. Et après, ça continue. Il y a une longue description
très détaillé du voyage en ambulance, des allées et venues du héros dans l'hôpital quand il attend le résultat de l'opération, des soins de Edmondson, mais rien sur cet état d'âme. Mais ceci ne veut pas dire que le lecteur n'en éprouve point. Seulement, ceux-ci ne sont plus déterminés par une identification avec les sentiments du héros narrateur, mais lui sont complémentaires, leur sont complémentaires. Quand le narrateur raconte d'une manière impassible ou voire indifférente l'attaque contre Edmondson et sa blessure, le lecteur comble ces lacunes laissées par le narrateur et développe ses propres sentiments. Mais si le roman ne représente pas les sentiments des personnages et si le narrateur n'influence plus le lecteur directement par des prises de position, le lecteur devient le co-auteur des sentiments évoqués par le texte qu'il est en train de lire. De là s'esquisse une autre interprétation de la disparition des sentiments et de leur caractère fantomatique à l'époque moderne et dans les romans impassibles de l'époque postmoderne. Ce ne serait point par un ressentiment à leur égard que les sentiments auraient disparu de la scène littéraire, mais par le soin de faire jouer au lecteur un rôle plus actif dans leur genèse. Si la modernité a été décrite à juste titre comme période de la mort de l'auteur traditionnel et de l'institution du lecteur comme co-auteur de l'œuvre, ceci est valable non seulement au niveau de la signification, mais aussi à celui de la participation. Si les sentiments ont donc certes disparu au niveau de la représentation dans ces textes que je viens de citer, ils sont néanmoins toujours et d'autant plus présents au niveau de la participation. Donc, ce que je veux dire par là, je pense qu'il suffit de changer de perspective et on voit tout d'un coup que ces thèses de la fameuse disparition, du retour, se relativisent peut-être, du moins pour ces auteurs-là. Les recherches récentes en neuroesthétique, citées au début, confirment ce constat ou semblent le confirmer. Car ce ne sont pas n'importe quelles œuvres littéraires qui produisent une plus grande empathie et une plus grande aptitude à reconnaître les sentiments des autres. En fait, Castano et Kitt ont examiné les effets de deux types de littérature. Alors, le premier, c'est la littérature populaire, à grand tirage, et le deuxième, c'est la littérature, disons, de qualité, littérature plus valorisée, plus légitime. Et c'est presque exclusivement la littérature considérée comme légitime qui produit une aptitude plus élevée à la reconnaissance des états d'âme chez les autres. L'explication que les psychologues donnent de ce phénomène rejoint notre constat sur la littérature apparemment impassible de l'extrême contemporain. Tandis que le roman populaire est basé sur une simple identification avec les sentiments d'un personnage et en harmonie avec lui-même, le roman de qualité, j'emploie le terme des deux chercheurs, c'est eux qui emploient ce terme, se sert de techniques de distanciation qui rendent l'accès direct aux sentiments des personnages aussi difficile et les personnages aussi compliqués que dans la vie quotidienne. Je cite, « Features of modern literary novel set it apart from most best-selling thrillers or romances. Through the use of stylistic devices, literary fiction defamiliarizes its readers. Just as in real life, the worlds of literary fiction are replete with complicated individuals whose inner lives are rarely easily discerned by warrant explication. » Fin de la citation. En fait, Jérôme Lindon a mené à expliquer le slogan qu'il avait choisi pour les romans de ces jeunes auteurs dans un argument semblable. Je cite, « Des romans impassibles. Impassible, ça n'est pas l'équivalent d'insensible, qui n'éprouve rien. Cela signifie précisément le contraire, qu'on ne trahit pas ses émotions. » Fin de la citation, et merci. Merci Joren pour cette belle communication où il m'a semblé entendre passer aussi, de manière un peu fantomatique peut-être, les réflexions de Umberto Eco sur l'œuvre ouverte, ce qui est bienvenu ici en Italie, et puis tout le développement sur les réflexions sur la lecture, en fait, qui ont effectivement émergé sur la scène critique.
au moment où s'est développé ce mythe peut-être, cette notion en tout cas de la mort de l'auteur. Je pense aux théories de Picard, ensuite aux théories de Jouve, où la question de la participation est devenue effectivement tout à fait essentielle. On pourrait aussi discuter, mais c'est un autre objet, ça viendra peut-être dans la conversation, sur cette distinction entre l'identification et la participation. Je crois qu'il y a une sorte de troisième terme, c'est un peu l'identification souterraine, ou l'identification un peu avec mauvaise conscience, plus d'un lecteur à l'USAD de la main gauche. Je vous laisse méditer cette profonde réflexion et je m'apprête à présenter notre nouvelle intervenante, donc Isabelle Jarry. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une internationale de la réflexion sur la littérature contemporaine. J'aurais envie de dire que cette internationale est aussi une amicale de la littérature contemporaine et que cette amicale a cet immense privilège sur les critiques qui travaillent sur les autres périodes séculaires, que pour nous, il y a non seulement des œuvres, mais aussi des écrivains que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons inviter, avec qui nous pouvons échanger. Et c'est l'un des grands plaisirs de ce travail que de pouvoir, on l'a entendu tout à l'heure avec Alexis Génie, leur donner la parole et confronter leurs propres sentiments de l'œuvre, c'est le cas de le dire, hein, avec ce que nos lectures, et je rebondis sur ce que disait à l'instant Jochen, peuvent en dire ou en faire. Et donc avec Isabelle Jarry, c'est le cas. C'est d'autant plus le cas qu'Isabelle participe de manière très active à la Maison des écrivains et des littératures, à ces rencontres que nous avons instituées il y a quelques années sur les enjeux de la littérature, et qu'elle y a une place d'autant plus importante qu'elle est écrivain, bien sûr, d'abord et avant tout, mais qu'elle est aussi biologiste, et qu'elle a pu ainsi, par exemple l'année dernière, contribuer de manière très forte à notre réflexion sur un sujet qui était la littérature fait savoir. Il y a effectivement ce rapport-là qu'on a entendu avec les neurosciences à l'instant et que l'on peut voir incarné dans la personne d'Isabelle Jarry, qui, outre ce talent-là et cet intérêt qui l'a amené aussi à s'intéresser au travail de Théodore Monod, par exemple, et à sa fascination pour le désert, Isabelle a aussi un grand talent pour les titres. Moi, je trouve tout à fait extraordinaire deux d'entre eux pour ses derniers romans, « Gênons sans bruit » et puis « Emportez-moi sans me briser », qui, je crois, à la fois donne envie de lire et nous montre bien qu'il y a du sentiment dans ces textes-là, et peut-être va-t-elle nous en parler, puisqu'elle nous parle de paysages sentimentaux. Merci. Merci Dominique, merci beaucoup. On m'entend là? Ouais. C'est difficile. Alors, je voulais quand même dire quelque chose en préalable à mon intervention. C'est qu'il est assez audacieux finalement de réunir des universitaires et des écrivains. D'une part parce que nous, en tant qu'écrivains, on n'a pas du tout... D'abord, on n'est pas forcément universitaires, certains le sont, c'est pas mon cas. Donc on n'a pas du tout les mêmes outils, les mêmes habitudes. Hein. On ne travaille pas sur l'analyse des textes, et d'autant moins sur nos textes. Et là, on est dans un exercice ici qui est, sinon l'analyse, du moins la réflexion, hein, au sens de réfléchir sur ce qu'on écrit. Et c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Hein. Donc je voulais le dire pour, non pas pour excuser ce qui va suivre, mais pour bien faire, pour bien mettre en avant le fait que c'est un exercice particulièrement difficile pour un écrivain de parler de ses livres. D'autant plus que, comme l'a dit tout à l'heure Alexis Génie, ça se pose pas tellement en termes... Enfin, on réfléchit à ses livres, mais d'une manière... on pense quand on écrit. Mais on ne se regarde pas de l'extérieur, enfin, on pense de l'intérieur. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Malgré tout, comme l'a dit tout à l'heure Mathéo, considérer son travail, sinon comme un universitaire, du moins d'un point de vue extérieur, a quelque chose d'intéressant. Et là, par exemple, quand j'ai reçu l'invitation du grec et que j'ai pris connaissance du thème de nos rencontres,
je me suis dit, mais suis-je vraiment concernée par ce thème? Et je me suis rendu compte qu'en effet, si ça ne m'apparaissait pas, en tout cas à moi, en tant qu'auteur, comme la priorité ou le motif central de mes livres, il y avait en effet beaucoup de sentiments. Enfin, j'aime beaucoup exprimer les sentiments en littérature. Et en même temps, c'était l'occasion de me demander comment je m'y prenais. J'ai été assez intéressée dans la communication de Joran, d'entendre aussi brutalement cette distinction entre la littérature populaire et la littérature, comment il a dit, de qualité. Alors évidemment, c'est quand même, quand je dis que c'est brutal, ça serait d'un côté, il y aurait une expression primaire des sentiments ou une expression directe des sentiments, et de l'autre, il y aurait une sorte de médiatisation, de distanciation, de trouver... c'est vrai que le nouveau roman a laissé quand même pas mal de traces. Les écrivains de ma génération, on a quand même été portés par cette littérature. Et c'est évident qu'on ne peut pas écrire de la même manière aujourd'hui qu'au XIXe siècle, mais même qu'au début du XXe. Donc je pense que tout écrivain aujourd'hui a conscience que c'est assez difficile d'avoir affaire aux sentiments d'une manière directe. Alors comment on fait pour s'en sortir? Encore une fois, c'est pas quelque chose à quoi on réfléchit, mais pour m'y être intéressée grâce à vous ces dernières semaines, je me suis rendu compte que moi j'avais trouvé une voie transversale qui était l'utilisation de la nature comme merveilleux médium de sentiments. Et il se trouve que j'ai évoqué dans le résumé de cette intervention un passage de Guerre et Paix dans lequel Tolstoï décrit un très vieux chêne devant lequel passe le prince André en se rendant dans son domaine de Ryazan. Et ce chêne est tout... Enfin bon, je ne vais pas revenir sur le passage lui-même, mais il se trouve qu'il est très vieux, très abîmé, très tourmenté, et cet arbre représente de manière extraordinaire, seul l'arbre est décrit, l'état d'âme du prince André qui vient de rentrer de la défaite d'Austerlitz, qui est extrêmement affecté et touché, et puis quelques semaines plus tard, il repasse devant le même arbre, et là, il est plein de bourgeons, le printemps va arriver, tout d'un coup, ça revit, quoi, et ça revit aussi en lui. Mais ça, ce qui est extraordinaire, c'est que Tolstoï ne le dit pas. Il se sert juste de cet arbre. Bon, c'est vrai que Tolstoï, on connaît son amour pour la terre, hein, pour l'espace extérieur, la culture. Mais il n'est pas le seul. Hein. On a tous en tête des passages de très grands écrivains qui font appel au décor naturel pour souligner tel ou tel état d'âme, émotion ou sentiment de leur personnage. Donc ça serait une communication qui durerait de plusieurs heures si on devait faire allusion à tout cela. Alors à mon niveau, bien qu'étant citadine, vraie parisienne depuis des générations, et en plus habitante du XXIe siècle, hein, où il y a quand même plus de 3 milliards d'êtres humains qui vivent dans des villes, je me sers quand même beaucoup de la nature dans mes romans, comme d'une matière première qui non seulement est très féconde, mais qui est extraordinairement riche et variée. Donc c'est à la fois un décor et en même temps c'est une présence essentielle. C'est-à-dire que c'est un élément central de mes romans et à la fois dont je me sers énormément pour justement signifier toute une gamme de sentiments. Donc voilà, ça m'a intéressé de reprendre chacun de mes romans. Enfin, je ne les ai pas tous pris, mais les principaux. Et de montrer quelle typologie j'ai utilisé ou quel type de nature. Dans mon premier roman, c'est une jeune femme ça se passe à la campagne. Donc c'est l'été, donc la campagne est calme. Et on est dans une campagne très douce avec des paysages tout en courbe, en vallon, en pâturage. C'est assez silencieux, c'est alangui, il fait chaud. Et en même temps, ça forme le cadre à une intrigue dont le personnage principal, elle n'est pas du tout tranquille et extrêmement tourmentée, elle tente de se calquer en fait sur cet apaisement
sans succès en fait. Et donc elle est complètement obsédée. C'est une jeune femme peintre qui peint que des monochromes et qui tente de se reconstruire après un épisode de bouffée délirante, enfin, quelque chose comme ça. Et en fait, tout se disloque autour d'elle. Enfin, elle a vécu des choses assez douloureuses et en face d'elle, il y a un avenir qu'elle se complaît à saboter consciencieusement. Et en fait, cette campagne dans laquelle se déroule toute l'action fait ressortir l'agitation intérieure et en même temps complètement, et la folie du personnage. Et en fait, cette jeune héroïne, elle prétend qu'elle est paralysée, donc c'est-à-dire à l'image de la campagne, en fait, elle se calque sur cette espèce de paralysie qu'on peut voir dans la campagne l'été. Et en fait, elle sort en cachette la nuit pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire un peu d'exercice. Et tout d'un coup, elle navigue dans un décor qui prend une autre allure, puisque c'est la campagne la nuit, ça n'a pas du tout la même allure. Donc, en fait, le jeu sur ces deux versions, une nocturne, une diurne, et sur son état, fait tout le livre en fait, jusqu'à son dénouement. Évidemment, tout ça, je peux le dire après 20 ans de pratique. Sur le moment, je l'aurais été incapable de l'analyser de cette manière. Dans mon deuxième roman, en revanche, les paysages étaient beaucoup plus présents encore, puisque ils étaient traversés en fait par les deux personnages principaux, qui s'appellent Claude et Lucille, et qui sont deux, on va dire, journalistes, qui font une enquête dans des monastères. Et tous les personnages secondaires sont des moines, chartreux ou trappistes, enfin tous des moines silencieux. Et évidemment, dans ce roman, j'ai énormément utilisé le paysage, puisque les monastères sont tous situés dans des régions où le décor est particulièrement fort, hein, donc la montagne, des endroits reculés, les moines appellent ça le désert. Et évidemment, ça rend compte d'une manière muette, d'une inspiration des personnages à une forme d'ascèse, d'austérité, de silence, de rigueur. Et évidemment, en plus ça se passe l'hiver, donc il y a de la neige, il fait froid, il y a de la glace, il y a des couleurs, du bleu, du blanc, des choses assez minérales. Et puis aussi, il y a aussi des passages qui se passent dans l'arrière-pays provençal, puisqu'il y a quelques monastères dans ces coins-là aussi, donc dans les Alpilles, les Alpes de Haute-Provence, avec des régions assez arides, assez sèches, avec une certaine violence et en même temps une beauté. Donc ça, disons que la description de la nature s'occupait de dire ce que les personnages ne pouvaient pas dire. Et il y avait aussi, j'ai introduit aussi dans ce roman un jeu de va-et-vient de la saison, donc ça se passe à la charnière entre l'hiver et le printemps. Et le parcours géographique des personnages, en fait, ils partent du sud et ils montent vers le nord. Donc en fait, il y a une sorte d'avancée de la saison qui descend. Hein. Évidemment, il fait plus beau en Provence que dans les Alpes au début mars. Et eux, ils remontent. Donc en fait, la saison descend pendant qu'eux remontent. Et d'un coup, ça donne un sentiment de surplace. Et ça, c'est un jeu qu'on peut absolument pas... c'est pas quelque chose qu'on peut faire ressentir autrement qu'en utilisant des métaphores comme celle-là, comme une saison qui avance dans le temps et des personnages qui se déplacent géographiquement en allant. Et ça m'a permis cette espèce de va-et-vient dans le temps et dans l'espace, de parler évidemment de sentiments qui sont très subtils dans leur expression, qui peuvent être le sentiment, en l'occurrence des moines, d'infini recommencement, d'une vie très, très répétitive, ou de cycles, de quelque chose qui revient sans cesse et qui en même temps est fondé sur un impossible, sur une aspiration impossible. Et une grande intensité aussi dans la quête, quoi. Voilà. J'ai repris le procédé dans mon troisième roman de manière un petit peu plus chaotique et plus sombre, avec un côté un peu ras du sol. Hein. J'étais partie très haut là dans les mystiques, donc je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? On va redescendre un peu sur terre. Donc j'ai
j'ai imaginé un personnage qui est une sorte d'anti-moine, en fait, d'anti-héros, une sorte de... C'est un tueur à gages, en fait, c'était un moine à l'envers, en quelque sorte. Hein. C'est le contraire du moine, le tueur à gages. Et lui, il se trouve qu'il rate un contrat, et donc on l'expédie un peu au vert, au frais, on va dire. Et il se trouve que c'est ni vert ni frais, il fait très chaud. Et donc je l'envoie au Nouveau-Mexique, au fin fond d'un territoire extrêmement aride, sec. Il n'y a personne. Donc il se retrouve à des lieux de toute vie. La moindre ville est à 150 km. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mes livres, il faut quand même que je dise qu'il ne se passe pas grand-chose dans mes histoires. Les personnages ne sont pas très actifs. Enfin, c'est pas des romans d'aventure, quoi. Il n'y a pas une action à chaque phrase. Du coup, il faut bien que je trouve une manière de dire les choses. Et c'est vrai que d'écrire les paysages, d'écrire le sentiment qu'on peut éprouver à être dans des espaces immenses, vierges, cette espèce de vertige, hein, ça c'est quelque chose que je trouve assez plaisant, et en même temps je suis toujours frappée de la richesse que nous apporte ces décors naturels. Enfin, il se trouve que j'avais voyagé dans ces régions, hein, Arizona, Nevada, Nouveau-Mexique. J'en ai d'ailleurs j'en ai fait un livre qui s'appelle 23 lettres d'Amérique, dans lequel il n'y a que des cailloux, que du vent, que des rivières, des arbres, rien d'autre. Et j'avais été assez frappée par justement la sentimentalité de ces paysages, tout ce que ça pouvait évoquer de profondément humain, alors qu'il n'y a pas d'homme, quoi. Et en particulier une sorte à la fois d'universalité et en même temps de sensation de la terre avant l'homme et aussi après l'homme, hein. Quand on aura tout fait exploser, je pense qu'il restera encore des territoires comme ça où le vent passera, où les cailloux subsisteront. Et c'est vrai que l'Amérique nous offre quelque chose qu'on ne connaît pas en Europe, qui est la très très grande dimension des paysages et des territoires, ce qui remet l'homme dans une situation à la fois de petitesse, mais aussi de regard sur lui-même. Comment est-ce qu'il existe, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ce temps qui passe, par rapport à cette... et ça, je trouve que c'est assez intéressant pour justement faire émerger des sentiments comme la détresse, le désarroi, ou éventuellement une intensité dans l'autre sens, une très grande émotion esthétique face à des paysages qui nous dépassent par leur grandeur et par leur beauté. Parallèlement à ce personnage, il y en avait un autre, une jeune femme. Et alors là, j'avais utilisé une autre métaphore naturelle, qui est l'océan. Donc je crois qu'elle est architecte elle est architecte navale. Enfin, elle navigue beaucoup. Et donc évidemment, elle était attachée à l'espace maritime. Et le sentiment, évidemment, il tombe amoureux, hein, ces deux-là, la fille et le tueur à gages. Et le sentiment amoureux et passionné qui se développe entre ces deux personnages était symbolisé par tout d'un coup l'émergence de l'océan avec son bruit, sa fureur, son ressac, ses tempêtes. Et voilà, tout cette espèce d'antinomie entre des paysages extrêmement désertiques et l'océan qui est un milieu très vivant, hein, qui peut être aussi relativement solitaire, hein, mais où il y a beaucoup de vie. Ça y est, je me suis perdue dans mes papiers. Alors, ensuite, j'ai insisté encore un petit peu, hein, sur la nature dans mon 4e roman, qui s'appelle Le Jardin Yamata. Là, j'ai quasiment fait de la nature le personnage central du livre.
Sauf que c'était une nature là qui se présentait dans une version complètement domestiquée, et même la forme extrême, la forme ultime de la domestication, puisqu'il s'agit du jardin zen, du jardin japonais. Donc l'histoire raconte celle d'une jeune fille qui part à la recherche de ses origines et qui en fait, elle tombe sur un jardin. Et donc là, je me suis évidemment beaucoup servi de la sémantique qui est propre au jardin zen, hein, où il y a une codification très, très précise, hein, des sentiments précisément. Et évidemment, ce jardin a été réalisé par le grand-père de la jeune fille, et c'est tout le paysage sentimental de son grand-père qui se dessine dans le jardin. Et en particulier la passion qu'il a eue avec une jeune japonaise qui est la grand-mère de la jeune fille, mais qui est morte très jeune. Donc elle n'a pas connu. Et en fait, c'est un sculpteur, ce personnage, et il transpose directement ses sentiments dans la création d'un espace à la fois esthétique et qui est complètement paysager, qui comprend à la fois les codes du jardin japonais, donc de la philosophie shintoïste, et en même temps ses propres représentations sentimentales, puisqu'il est fou amoureux de cette jeune fille. Donc le jardin devient une sorte d'émanation sentimentale du personnage. Et parallèlement, vous allez voir, je me répète un peu, le voyage de la jeune fille Agathe à travers les Alpes japonaises jusqu'à la mer du Japon rend compte de son état à elle, qui est à la fois d'attendrissement, hein, donc ça on le voit dans les paysages du bord de mer, qui ont quelque chose de très doux sur la mer du Japon, très intemporel, on se croirait revenu au XVIIIe siècle, et en même temps d'assez tourmenté, parce que la révélation qui lui est faite de son histoire familiale la perturbe énormément, et ça c'est évidemment toutes les scènes pendant lesquelles elle traverse les Alpes japonaises. Enfin voilà, je me suis beaucoup inspirée de ces paysages japonais qui pour nous sont c'est différent de chez nous, et en même temps il y a une sorte d'inconscient collectif qui nous les fait connaître assez bien, hein, que ce soit à travers bon, je pense aux vues du mont Fuji ou aux petites merveilleuses petites aquarelles d'Hiroshige. Donc finalement on a une idée, on a tous on est imprégné quand même de ces images, d'une certaine représentation de la nature, et puis on a aussi toute la manière dans notre culture, toute la manière dont on a fait parler les éléments naturels dans la peinture, dans le cinéma. Donc il y a des significations qui finalement sont assez précises, et même parfois très codifiées, et là pas qu'au Japon, hein. Donc c'est vrai que j'aime bien utiliser, jouer avec ces codes, et en même temps passer par cette médiation-là pour pas avoir à exprimer directement les sentiments de mes personnages, ou pour pire, pas avoir à leur faire exprimer leurs sentiments. Voilà. Bon, il faut m'arrêter peut-être parce que j'en ai quand même encore beaucoup, et je me rends compte que je déborde et puis je voudrais vous faire une petite lecture pour illustrer ça, une lecture un petit morceau de roman. Bon, ensuite j'ai retrouvé encore la campagne française dans un roman qui s'appelle Génon sans bruit. Et puis ensuite j'en ai écrit un autre qui s'appelle La traversée du désert, et là c'est la première fois que je mettais en scène le Sahara, qui, comme a dit Dominique, est un milieu que je connais bien pour y avoir beaucoup circulé. Et en fait c'était la première fois que je faisais intervenir le Sahara dans un roman. Jusque-là j'avais pas osé, mais ça m'a permis d'écrire un livre avec en fait c'est un livre emboîté, hein, c'est des histoires qui s'enchâssent les unes dans les autres, à la fois géographiquement et temporellement, puisqu'il y a l'histoire d'un explorateur du Sahara ça se passe en 1826, puis il y a une histoire qui se passe au début du siècle, puis une qui se passe dans les années 20, puis une autre qui se passe de nos jours. Et donc en fait le désert est le décor de deux passions amoureuses, donc celle de cet explorateur écossais qui tente de rejoindre Tombouctou et qui tombe raide amoureux le jour de son arrivée de la fille du consul à Tripoli, et qui va quand même partir avec cette passion absolument dévorante. Et l'autre histoire est celle d'un explorateur du XXe siècle, donc qui part au Sahara à la suite d'un violent chagrin d'amour.
Donc la typologie du désert en tant qu'espace complètement ouvert et complètement fermé, hein, puisqu'on y est enfermé, extrêmement contraint hein, pour ce qui concerne les conditions de vie, parfaitement inadapté à la vie humaine, et en même temps très exaltant hein, par ce que ça implique d'images, d'une grande poésie, d'une grande beauté, enfin, d'une grande intensité en fait. Et bon là, évidemment, il y avait... Le point commun, c'était la flamme, hein, la flamme de l'amour et la flamme du soleil, l'espèce de brûlure et de tourment. Donc les personnages sont accompagnés dans leur passion par une traversée extrêmement pénible, extrêmement rude. Et évidemment, je me suis beaucoup servi de ma propre connaissance des paysages du Sahara et de leur typologie géographique pour rendre compte de cette solitude épouvantable qui est celle de ces hommes qui savent que peut-être ils ne reviendront pas, d'ailleurs qui ne reviennent pas, qui meurent, et le souvenir évidemment douloureux de cet amour qui est perdu et qui ne les accompagne pas. Voilà. Et dans mon dernier roman, je vais vous en lire un petit bout, alors comme ça je n'ai pas besoin de vous en parler. Enfin, ce que je voulais dire en conclusion, avant de lire cet extrait, c'est que mon choix de paysage est à la fois réfléchi et spontané. Disons qu'il y a une certaine évidence, pour moi, mais même pour tout le monde, je pense, à associer les décors et les situations. Ça relève d'une reconnaissance qu'on a tous. Hein, enfin, ça relève de la dramaturgie, de l'exercice littéraire, bien sûr, mais pas que. Ça fait aussi appel à une sémantique qu'on possède tous, intuitivement ou culturellement, et qui fait qu'on associe, je sais pas, la montagne, la mer, le désert, la campagne, l'été, l'hiver, le printemps, à un ensemble de sentiments assez aisément reconnaissables. Et c'est vrai que c'est impossible de décrire les sentiments. Hein, je repense à ce que disait Johann Meche. C'est pas impossible, mais personnellement, je trouve que la nature offre des variations infinies qu'on peut difficilement égaler quand on a pour seul outil la typologie sentimentale classique ou une sorte de terminologie des affects. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. Et je trouve qu'il y a dans le sentiment quelque chose qui échappe tout à fait à la raison. Il n'y a aucune rationalité là-dedans, même si on peut faire des IRM de la sensibilité. C'est drôle parce que j'ai lu dans Le Monde de ce week-end Mathieu Ricard qui disait exactement la même chose, sauf que lui, c'était pas la littérature, c'était la méditation. Donc il méditait en faisant un IRM et on s'apercevait que plus il était méditant, plus son empathie s'accroissait. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent accroître notre empathie, la méditation, la lecture de romans, il y en a sûrement d'autres encore. Voilà. Mais ce que je veux dire, pour revenir un peu sérieusement, c'est que cette absence de rationalité, c'est précisément à ça que fait référence la nature dans ses diverses manifestations, à quelque chose de puissant mais qu'on ne contrôle pas du tout. Et aussi à la longueur du temps, à la vitalité de la vie qui revient chaque année, au mouvement qui sous-tend l'évolution, la modification des paysages, le changement, qu'il soit perspective ou non hein, à l'échelle de nos vies humaines. Et je voulais juste vous lire une petite phrase de Balzac qui dit, dans La femme de 30 ans, « Mais la raison est toujours mesquine auprès du sentiment. L'une est naturellement bornée, comme tout ce qui est positif, et l'autre est infinie. » Voilà, c'est précisément cette infinie, une diversité de la nature et des paysages, des êtres vivants, des animaux, des végétaux, qui me plaît. Alors c'est vrai que j'ai étudié tout ça avant d'être écrivain, mais je n'ai jamais été biologiste. En fait, j'ai fait qu'étudier la biologie. J'ai jamais voulu en faire un métier. C'était juste parce que j'étais fascinée par ce monde qui nous paraît aller de soi. Hein. On vit là-dedans, on est complètement... mais bon, c'est un monde qui nous domine, même si on croit en être le centre, et qui nous apprend mieux que n'importe quel professeur, qui choisit, qui réfléchit. Je n'ai pas dit qui raisonne. Hein.
qui prend des décisions, qui a peur, qui souffre, qui est violent, intense, qui se met en colère, qui hurle, et qui aime aussi, qui aime beaucoup. Voilà. Alors, je vous lis un petit passage pour illustrer mon propos. Ça va, j'ai encore 5 minutes. Alors ça, c'est mon dernier roman. Je vous fais un très bref résumé de l'histoire. C'est un homme assez âgé qui est atteint d'une maladie incurable, donc il sait qu'il va mourir assez rapidement, et qui demande à une de ses anciennes maîtresses, enfin, une femme qu'il a beaucoup aimée, de venir passer quelques jours à la campagne avec lui. Et contre toute attente, elle accepte. Et elle vient, donc, entre-temps, elle a des enfants, elle est mère de famille, elle a complètement oublié, elle n'a pas oublié cette histoire, mais c'est une histoire qui a eu de l'importance pour elle, mais ils se sont séparés, et ils passent une quinzaine de jours dans une maison de campagne l'été, et ils revivent par l'évocation de leurs souvenirs communs cette histoire. Donc c'est une histoire de sentiments, hein, énormément de sentiments là-dedans. Voilà, donc je vous lis un petit morceau. Il faisait de plus en plus chaud. Le beau temps sec de juillet se transformait en chaleur cuisante, dont la brûlure mordait dès le milieu de la matinée. « Il n'y a pas un endroit où on peut se baigner près d'ici ?» demanda Céleste après 2 jours de canicule. « Une rivière, un lac, un étang ?»« Ah si, il y a l'étang de l'île, pas très loin. » « Tu peux m'expliquer comment on y va ? » ?»« Tu ne trouveras pas, mais je peux t'emmener si tu veux. »« Tu es sûr ?» Il était 8 heures du soir. « Allons-y maintenant, tu pourras y retourner seul quand tu voudras te baigner. »« Oh, mais je vais me baigner dès ce soir !» Ils prirent la 204 et Céleste se mit au volant. À quelques kilomètres de chez Paul, il fallait quitter la route et emprunter un sentier caouteux, troué d'ornières, qui s'enfonçait dans un bois de châtaigniers. Les arbres étaient en fleurs et de leurs longs chatons s'échappait un pollen jaune que le vent faisait s'envoler. Dans certaines trouées que le soleil éclairait, l'air était saturé de cette poudre dorée. Le sentier allait en se rétrécissant et sur les derniers 100 mètres, la voiture devait se frayer un passage entre les eupatoires et de grandes euphorbes qui débordaient largement sur les côtés du chemin. On débouchait sur un vaste étang entouré de joncs très hauts qui masquaient presque le plan d'eau. Il occupait le fond d'un vallon. C'était un endroit sauvage et peu fréquenté, ombreux et silencieux. Céleste sortit de la 204 et s'avança vers la berge. L'eau était si calme que sa surface apparaissait noire, uniformément. Il y avait dans la tranquillité parfaite de ce lieu quelque étrangeté qui faisait un peu peur. Céleste chassa ce sentiment, revint à la voiture et quitta sa robe sous laquelle elle portait un maillot de bain. Paul la regarda s'éloigner et disparaître derrière les joncs. Il entendit le bruit qu'elle fit en entrant dans l'eau. Cela sonna comme un claquement. Puis, il y eut le silence à nouveau. L'eau était délicieusement fraîche. Céleste nageait lentement, crevant de ses mains la peau noire de l'étang, avançant vers le centre. Après quelques brasses, elle n'avait déjà plus pied. Arrivée au milieu de l'étang, elle se retourna et s'allongea sur le dos, les bras en croix. Au-dessus d'elle, le ciel limpide s'étendait, sans un seul nuage. Un oiseau chanta « Tuit, tuit, tuit » auquel Céleste répondit en sifflant. Du coin de l'œil, elle vit passer une ombre, et près d'elle, un mouvement rapide froissa l'air, assorti d'un petit cri. Une hirondelle venait de boire, prélevant dans son bec, sans même arrêter son vol, une goutte d'eau à la surface de l'étang. D'autres hirondelles arrivaient, que Céleste voyait maintenant nettement autour d'elle. Elles piquaient la nappe d'eau, prestes et vives comme de petits avions de chasse, dans un arc précis et élégant. Toutes pépiaient en même temps. Cela formait comme un ballet, un oiseau suivant l'autre, dans tous les sens, comme si l'heure de boire constituait un rendez-vous au cours duquel les hirondelles s'échangeaient les informations du jour. Elles ignoraient complètement Céleste, dont seul le visage dépassait hors de l'eau. Au bout d'un long moment, la jeune femme se remit en mouvement, reprenant la position ventrale pour nager, et ce fut un concert affolant de cris outragés. Les hirondelles passaient à quelques centimètres de ses cheveux, battant l'air de leurs longues ailes. Une carpe fit un bond non loin d'elle, et Céleste sursauta. Elle reprit sa nage en direction de la berge, et soudain, un courant froid lui passa sous le ventre qui la caressa désagréablement. Elle poussa un cri de frayeur et redoubla de vitesse. Mais il lui semblait qu'elle n'avançait plus, que l'eau la portait à peine, que le bord de l'étang, loin de se rapprocher, s'éloignait. Et Paul qui pouvait à peine sortir de la voiture. Depuis la berge, les aulnes lançaient leurs branches vers elle, qui s'allongeait au-dessus de l'eau.
Céleste voyait leurs feuilles rondes se tendre dans sa direction, mais beaucoup trop loin pour qu'elle pût les saisir. Son corps s'alourdissait, ses pieds refusaient de battre l'eau, ses bras s'amollissaient, elle ne sentait plus ses muscles, elle respirait difficilement et s'essoufflait. Par 2 fois, elle plongea sur la surface. Elle cherchait le sol du bout du pied, mais ne rencontrait que l'eau, qui l'aspirait de plus en plus. Que se passait-il? Pourquoi n'arrivait-elle plus à nager? Elle remonta à la surface au prix de gros efforts, se remit sur le dos et essaya de calmer le rythme de ses poumons. Elle voulut crier, mais seule une faible plainte s'échappa de sa gorge. Son cœur battait à toute vitesse. Elle flottait à peine, maintenant tout juste sa tête hors de l'eau. Ses jambes étaient attirées vers le bas, son bassin s'inclinait, entraînant son ventre et son thorax vers le fond. L'étang la retenait, s'accrochait à elle, refusant de la laisser partir. Elle allait être aspirée par la noirceur de ses profondeurs. Elle allait se noyer. Dans un mouvement de révolte et de panique, Céleste se mit à nager frénétiquement et tenta, dans un sursaut d'énergie, de s'arracher à l'attraction de l'eau sournoise. En tournant la tête, elle vit sur la berge, à un endroit où elle ne l'attendait pas, la silhouette de Paul, debout, appuyé sur sa canne. Elle avait complètement dérivé et se dirigeait à 45 degrés de l'endroit où elle avait plongé. Apercevoir son ami lui fit l'effet d'une bouffée d'oxygène. Elle n'était plus seule, elle se replaçait sous son regard, sous sa protection, dans le soulagement de sa présence. Elle s'efforça de nager plus calmement, s'appliquant dans ses mouvements, poussant avec ses bras et tirant sur ses jambes, expirant longuement avant d'avaler l'air à nouveau. Elle n'avançait pas vite, mais elle ne nageait plus en vain et voyait la rive de plus en plus distinctement. Elle était sauvée. Quand enfin elle posa le pied dans la vase moelleuse qui s'enfonçait sous son talon, Céleste fut parcourue d'un frisson de dégoût et de joie mêlée. Paul lui souriait calmement, ne se doutant de rien. Elle s'appuya sur lui, plus lourdement qu'elle ne l'aurait voulu. Elle respirait fort, la bouche entr'ouverte. « T'es resté longtemps, dis-moi » Céleste se laissa tomber sur le sol, épuisée. Elle reprenait sa respiration à grand-peine. Paul la regardait avec étonnement. Elle se releva enfin et prit son bras qu'elle serra. « Tu t'es inquiétée ?»« Oh, pas vraiment, car je sais à quel point tu es bonne nageuse, mais un peu quand même. » Ils se dirigèrent vers la voiture. « Pourquoi est-ce que ça s'appelle l'étang de l'île ?» demanda Céleste. « Tu as cherché l'île ? Il paraît qu'il y en avait une avant, mais elle a disparu. » Disparu ? Ils étaient revenus à la voiture et Céleste se séchait. La serviette de bain qu'elle avait jetée sur la banquette arrière en partant était toute chaude. Elle s'était enveloppée dedans et respirait l'odeur sèche de l'éponge tandis que Paul reprenait place sur le siège passager. « Oui, je sais que c'est bizarre, reprit-il, mais c'est ce que les gens disent par ici. L'île aurait été submergée, elle aurait coulé en quelque sorte. » Céleste s'appuya contre l'aile de la 204 sans se soucier du contact de la tôle brûlante sur sa cuisse nue. Une vague nausée lui soulevait le cœur. « Et c'était une grande île ? » « Oh non, je ne pense pas, je sais pas. On raconte tout un tas d'histoires stupides sur cet endroit. Les gens sont superstitieux par ici, ils trimballent de vieilles croyances de génération en génération. Tu t'es déjà baignée dans cet étang ? Non, mais les filles y venaient quand elles étaient petites. Elles aimaient bien barboter sur le bord. Leur mère ne les laissait pas s'éloigner de toute façon. Elle avait bien raison, pensa Céleste. Ensuite, ils ont construit une piscine à 10 km et elle préférait aller là-bas où elle trouvait toujours d'autres enfants avec qui jouer. Il y a bien longtemps que je n'étais pas revenue. J'aime beaucoup ce genre de lieu sauvage et retiré. Ça te plaît ? Céleste avait remis sa robe et cherchait dans son sac la culotte qu'elle avait emportée. « C'est toi qui as pris ma culotte ?»« Non. »« Ah, la voilà. Tu m'as pas répondu. Tu as aimé cette baignade ?» Céleste était assise au volant et se taisait. Le soir tombait et le soleil s'était couché. Elle se tourna vers Paul et prit sa main dans la sienne qu'elle porta à sa bouche. « J'ai failli me noyer, » murmura-t-elle. Paul eut un sursaut qui lui fit serrer les doigts de Céleste entre les siens. « Quoi ? Toi ? Mais c'est pas possible. Paul, tu imagines si j'étais restée dans cet étang, personne n'aurait jamais pensé à venir te chercher ici. Oh mon Dieu, quel cauchemar, j'ai cru que j'allais y passer. Et qu'est-il arrivé ? L'eau était trop froide ? Non, ça venait d'en dessous. Le pire, c'est que je n'ai même pas pensé à mes garçons. Ce qui me paniquait, c'était que j'allais mourir au milieu de nulle part, perdue. Tout à coup, j'étais un animal et je n'avais qu'une idée en tête, sauver ma peau, me tirer de ce guêpier et vivre. Mais je n'étais pas assez forte et la mort me regardait déjà. C'était horrible. » Céleste se tut et Paul l'attira à lui, prenant sa tête contre sa poitrine. « Personne ne sait que je suis ici, » ajouta Céleste, la voix étranglée. « C'est fini, essaye d'oublier. Viens, rentrons. Tu as la force de conduire ? Oui. » Merci Isabelle. Ce qu'on entend bien dans ton intervention, c'est que
finalement, le lecteur doit inférer lui-même un sentiment qui n'est pas forcément dit autrement. À certains égards, le décor n'est plus le miroir de l'âme, comme il a pu l'être de manière tout à fait insistante chez des gens comme Rousseau ou encore Chateaubriand, mais ce décor reçoit charge de dire les tourments de l'âme, alors même que le lexique du sentiment s'est absenté. Et donc on a là quelque chose qui est tout à fait intéressant, et c'est bien que ce soit de la part d'une écrivaine que cette lucidité nous advienne, qui vient d'ailleurs illustrer, je trouve, parfaitement l'intervention de Jochen tout à l'heure sur cette dimension participative, et cela doit aussi, je crois, nous alerter sur les instruments qu'on met en œuvre lorsqu'on fait de la critique, et notamment je pense à l'intervention de Matteo tout à l'heure. Autant tout le travail lexical que tu as fait de repérage montre qu'il y a parfois du sentiment là où on croyait qu'il n'y en avait pas, hein, autant parfois il y a aussi du sentiment là où il n'y a pas de lexique pour le dire. Et donc voilà, cette dimension littéraire là qui dit quelque chose sans les mots qui sont naturellement appropriés à exprimer l'objet dont il est question, doit nous rendre parfois un peu vigilants sur les méthodes quantitatives, sur les repérages lexicaux, etc. Parce que la littérature met en œuvre des détours expressifs. Et ça, c'est, je crois, tout à fait stimulant, d'ailleurs. Il y a finalement quelque chose qui relèverait d'une métaphorisation du sentiment, hein, où le sentiment passe par des comparants, et des comparants qui n'ont parfois plus leur comparé, hein, des métaphores in absentia, si vous voulez. Mais il y a aussi, finalement, tout un travail que je dirais un travail connotatif. C'est-à-dire que c'est par les connotations, notamment les connotations de la nature, que peut apparaître un état d'âme, finalement. Voilà, donc je trouve que cette séance était extraordinairement cohérente, et je vous en remercie vivement tous les deux, avant de laisser place aux questions qui brûlent les lèvres du public. Ils sont morts de faim, oui. Oui, Gianfranco Rubino. Oui, il faut le micro, pardon. Une question pour Jochen, très rapide puisqu'il est désormais tard, mais j'ai suivi avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'intérêt, l'analyse du ressentiment de la littérature chez certains écrivains contemporains, et notamment tu t'es arrêté sur les minimalistes ou les impassibles ou les minimalistes. Et je voudrais te prier de prolonger un petit peu ton analyse au-delà de certaines limites chronologiques, car je ne sais pas ce que tu en penses, mais disons que les impassibles et les minimalistes ne le sont pas restés très très longtemps. Je songe notamment à Jean-Philippe Toussaint. Donc il est évident que jusqu'à une certaine époque, disons jusqu'à la fin du siècle, on avait affaire à un certain Toussaint qui répondait parfaitement à l'analyse que tu as faite. Alors qu'à partir de Faire l'amour, on a commencé à voir quelque chose de tout à fait différent et qui vient de s'achever d'ailleurs, puisqu'on a eu 4 livres consacrés justement au sentiment ou à la destruction des sentiments ou à l'impossibilité de se défaire des sentiments et de faire table rase. Et même pour ce qui concerne les autres, je songe notamment à Auster et Gailly. Évidemment, on peut rester à l'intérieur de cette distinction que tu as faite entre participation et identification, bien sûr. Mais pour simplifier, ces écrivains-là n'ont jamais fait l'économie des sentiments, et au fur et à mesure, de plus en plus qu'ils ont écrit, ils ont appuyé là-dedans. Je songe notamment à Christian Gailly, avec une certaine pudeur, évidemment, mais de façon très certaine, très évidente. Et quant à Toussaint, il a alterné, évidemment, de façon indécidable, l'ironie et l'expression des sentiments, de façon telle qu'on ne comprend jamais s'il veut être pris tout à fait au sérieux ou s'il prend ses distances. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses.
Oui, merci pour cette question. Bon, je suis tout à fait d'accord. Bon, avec Faire l'amour, il est passé, ou plus tard avec Faire l'amour, il est passé à autre chose. Encore que les scènes d'amour qu'il décrit, c'est justement pas des scènes qui se lisent, qu'est-ce que tu as dit, avec la main gauche. Je crois que c'est une citation de Rousseau, non? Enfin, mais je suis d'accord que là, il y a une évolution. Je me suis servi un peu de cette veine d'impassibilité dans le roman postmoderne ou chez les minimalistes, Nouvelle École de Minuit, pour faire apparaître quelque chose qui ne serait pas apparu d'une autre manière peut-être. Parce que je voulais faire voir que quand nous discutons des émotions, des sentiments dans la littérature, ça relève souvent du domaine de la représentation. Et ce que je voulais faire, c'est justement faire voir que là où apparemment il n'y en a pas, c'est justement le lecteur qui fait ce travail. L'identification n'est qu'une seule forme parmi des formes de participation très très nombreuses. Et je tiens à remercier Isabelle parce que c'était pas concerté, mais c'était un peu la preuve de ce que j'ai essayé de dire, sauf par une autre forme. C'est bon, nous en théorie littéraire, ça s'appelle atmosphère, mais c'est exactement ce qu'a fait ce texte. Merci pour cette lecture, qui est une publicité aussi pour le roman. Et je trouve que c'est vrai, indépendamment du fait que Toussaint et d'autres, ils ont après parlé d'une autre manière des sentiments. Après, c'était le modèle, c'était Beckett, c'était un peu le nouveau roman aussi. Mais mon propos, c'était de voir ce qu'il en est des sentiments là où ils ne sont pas visibles. Et je pense que c'est faux de dire il n'y était pas. Je pense aussi qu'on devrait se débarrasser enfin de la théorie que le nouveau roman a développée sur lui-même et regarder ce qu'ils ont fait réellement. Hein, parce que c'est quand même aberrant. Moi, ça m'a toujours dérangé. J'ai travaillé sur le temps et le temps, nouveau roman, il n'y en avait pas. Je trouvais ça ridicule, c'était faux. Et les sentiments, c'est pareil. Tout d'un coup, en 1983, Rob Grillet dit « Je n'ai jamais parlé que de moi ». Et après, toute la théorie littéraire a découvrir dans les textes de Rob Grillet ce qu'il a dénié toujours avant. Non, il faut... C'est pas la tâche des écrivains de faire de la théorie sur ce qu'ils font eux-mêmes, mais c'est toujours intéressant. Mais comme a dit Alexis Génie, les œuvres je ne sais plus comment vous avez dit, ils deviennent indépendantes. Je les ai lâchées et ils ont acquis une certaine autonomie. Et je crois que nous, en tant que critique universitaire, on doit prendre au sérieux cette autonomie-là et prendre en considération ce qu'ont écrit les écrivains, mais développer notre propre point de vue. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question. Est-ce qu'il y a une autre question? On fera comme si tu avais répondu. Oui? Alors, c'est une question pour Isabelle Jarry. Donc, vous êtes plongé, vous êtes dans la nature, vous vivez, vos romans vivent dans la nature. Mais à votre avis, le paysage urbain peut-il être considéré comme un paysage sentimental ou non? Oui, justement la partie, comme j'avais déjà largement débordé, et la partie que j'ai sautée, c'était justement là-dessus. En fait, bien sûr, le paysage urbain fait partie, d'ailleurs dans ce roman qui s'appelle Génon sans bruit. J'en profite pour dire à Dominique Viard que ces titres ce ne sont pas de moi. Génon sans bruit, c'est le premier vers d'un poème d'un poète du Moyen-Âge qui s'appelle Simon Lefranc et qui est d'ailleurs en exergue de mon livre. Et Génon, ça voulait dire à l'époque j'ai un nom, c'est-à-dire je suis connu. Sans bruit, c'est-à-dire sans gloire. Et Emportez-moi sans me briser, c'est un poème d'Henri Michaud. Portez-moi sans me briser dans les baisers. Encore faut-il aller les chercher. Oui, mais bon, je lis beaucoup
écrivains du Moyen-Âge, et Henri Michaud est mon poète fétiche. Voilà. Donc le paysage urbain, oui, évidemment, et d'ailleurs, dans tous mes romans, il y a toujours une partie qui se passe en ville, à Paris essentiellement, parce que j'aime beaucoup cette ville de Paris, qui est ma ville de naissance, mais qui est aussi une ville emblématique, et on en parlait hier d'ailleurs, c'est à table. Et mes personnages ont toujours vécu à un moment à Paris, et le souvenir de leur vie à Paris ressort comme justement un paysage urbain. Bon, dans Génon sans bruit, le personnage vit dans la rue puisqu'elle s'est complètement clochardisée, et elle essaye sa rédemption va se dérouler à la campagne. Et en fait, se répond d'un paysage urbain extrêmement hostile, hein, puisque c'est sa maison, et avec sa dureté, ses couleurs grises, hein, et en même temps une campagne complètement hostile aussi, hivernale, froide, etc. Donc il y a évidemment dans la sémantique du paysage urbain quelque chose qui est très intéressant, mais qui est pas, c'est pas toujours aussi varié que l'élément naturel. Mais bien sûr, la ville, il y a énormément de sentiments, hein, qui peuvent surgir des paysages urbains, et qui en plus parlent à beaucoup d'entre nous. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, si, alors les questions se pressent. Donc Wolfgang, est-ce que tu as le micro? Alors, je voulais d'abord remercier Isabelle Jarry d'avoir attiré notre attention sur l'importance de la nature. Il y a pas mal d'études sur le sentiment de la nature par-ci et par-là, mais la nature comme reflet et comme expression de sentiment, je crois que c'est extrêmement important dans notre contexte. Merci. Et à partir de là, je voudrais poser une question à Jochen Mecke, parce que je m'étais demandé j'avais la même réflexion que Gianfranco, je m'étais demandé ce que sont devenus les Blancs, les Leerstellen à la Isar Ingarden, etc., après le tournant. Et est-ce que c'est pas possible que dans les romans de Marie, chez Toussaint, c'est justement peut-être pas tellement ou seulement la nature, mais le paysage urbain, etc., qui reflète de la même manière les sentiments que Isabelle l'a montrés. Oui, bon, d'abord, en ce qui concerne les Blancs, les Blancs relevaient simplement de la signification. Tu le sais mieux que moi, c'est la vieille école herméneutique, et les sentiments, la participation du lecteur, ça... Dans ce domaine-là, pour les Blancs, ça ne les intéressait pas du tout. Hein. Le seul modèle que Jauss a jamais développé, c'est un modèle d'identification dans ce livre sur la théorie esthétique. Donc ça, c'est pour les Blancs. Et pour le paysage, description de paysage, en fait, je pense qu'il y a une nette différence entre la pratique d'Isabelle, par exemple, qui ne relève justement pas... Au début, on pense toujours paysage, sentiment, paysage de l'âme, hein, romantisme, etc. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Dominique. Ici, nous avons vraiment affaire à quelque chose de complètement différent. Et bon, dans ce que dans le travail que j'ai fait là-dessus, j'ai proposé, mais faute de mieux, la notion d'atmosphère. Et là, il n'y a pas d'évocation, on ne trouve pas de lexique dans ces textes-là, vraiment qui serait dû à une projection des états d'âme sur le paysage, mais c'est l'inverse, pour ainsi dire. C'est le paysage qui passe son émotion, ses sentiments au sujet, à l'individu. Proust fait ça constamment. Hein. Oui. Oui, mais c'est une manière indirecte d'évoquer les sentiments. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une autre question. Non, on ne peut pas. Parce qu'il y a l'heure du déjeuner. C'était pour Madame. Alors une question rapide et une réponse rapide. Oui, d'accord. Alors en fait, pendant la lecture que vous avez faite de l'extrait de votre dernier roman, j'ai remarqué la présence de descriptions assez réalistes de la nature. Donc je voulais vous demander en fait si votre formation de biologiste a influencé d'une certaine façon la présence des détails réalistes
dans ces descriptions et le rôle en fait et la place aussi qu'occupent ces descriptions dans la création de vos romans. Mais c'est pas possible de répondre en 1 minute. Alors très vite, en fait, non. Très vite pour la biologie, c'est pas ma... Bon, évidemment, il se trouve qu'en plus je suis botaniste, donc quand j'ai besoin de citer des espèces de plantes, je connais leur nom. Mais c'est pas parce que je suis biologiste que c'est le contraire, en fait. J'ai fait des études de biologie parce que je m'intéressais déjà à ça. Mais je savais dès le début que je serais écrivain. Hein, voilà. Donc le fait de connaître un peu la nature me permet peut-être de l'évoquer plus dans le détail, mais c'est tout. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi? Le réalisme. Ah oui, non, oui, c'était ça? Ouais, non, mais en fait, je cherche pas à être réaliste, mais en même temps, je voudrais que le lecteur voit. Et que, comme l'a dit Joren, qu'il le voit et qu'il le ressente. Plus c'est précis, plus... Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus ça fait appel à des choses que vous avez déjà ressenties. Cette atmosphère d'été où il y a du pollen plein l'air, ça donne même quasiment, on peut ressentir la température. Et c'est pour ça que c'est précis en fait. C'est pour ça que... Mais ce serait impossible de décrire un sentiment avec autant de précision. Donc en fait, mon idée, c'est de décrire précisément une atmosphère naturel, enfin, qui va évoquer chez le lecteur le sentiment dont je veux parler. Voilà. Merci bien. Bien, je vous remercie. Donc nous nous retrouvons à 15h30, non pas à cet endroit, mais dans le Palazzo delle Poste, c'est ça. Eh bien, bon appétit à tutti adesso.